faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du Presse Club sur Ivoire TV. Alors, deux grands sujets ont marqué l'actualité en Côte d'Ivoire ces derniers jours, en l'occurrence la grande manifestation du samedi 10 août dans la localité de Toumoudi, organisée par le RHDP pour célébrer les actions du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le RHDP pourra-t-il donc inverser la tendance dans le bastion traditionnel du PDCI-RDA en 2020? Ensuite, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Quel bilan peut-on faire et quel apport dans la consolidation des économies ivoiriennes et burkinabé? Nous en parlerons dans quelques instants, sans oublier que nous dirons certainement un mot, Monsieur Scipion Émile, sur la sortie de Guillaume Soro le samedi dernier à Paris. Voici donc le menu de cette édition. Merci d'être encore là aujourd'hui pour nous accompagner dans le traitement et dans l'analyse de ces différents sujets d'actualité. Alors, tout d'abord, vous revenez on va donc tabler sur cette rencontre de Toumoudi. Quel bilan peut-on faire de cette rencontre? Est-ce qu'on peut dire de prime abord que le parti au pouvoir vient de marquer un grand coup dans le fief du PDCI-RDA? Dans le Bélier, ce n'est pas la plus grande manifestation, mais l'unique manifestation depuis pratiquement quelques 2 mois, avec l'adhésion du président du Sénat, M. Aoussou Jano, au RHDP. Il avait mobilisé ses parents pour leur expliquer le pourquoi de son adhésion à cette grande coalition, ce grand parti au pouvoir. Aujourd'hui, avec le meeting de samedi 10 à Toumoudi, le fief de Goudou Raymond, il s'agissait pour elle également de battre le rappel de ses parents pour leur montrer que l'adhésion qu'elle a faite est une continuité en fait qu'elle avait déjà entamée depuis 2010, depuis 2011 avec cette grande coalition qui a porté le président Ouattara au pouvoir. Elle montrait là qu'elle est dans une logique et que cette logique est opérante. Il n'y a pas de raison de reculer ou de se dédire. À partir de ce moment, vous l'avez vu sur les antennes de la chaîne publique, Absolument. où elle disait « allons, allons, allons seulement ». Alors donc c'est de bonne guerre. Tout à fait. Alors là, on a vu une certaine foule sur les lieux de la manifestation, ce qu'on est amené à se demander. On s'interroge si, naturellement, la foule qui est sortie, nous sommes dans le fief du PDCI-RDA. On sait, les parents baoulés, comme on le dit, savent très bien qu'aujourd'hui, la rupture est consommée entre Henri Konan Bédié et son cadet Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les parents sortent pour aller écouter leur fille Raymond Goudou Kofi, qui est aussi une ancienne cadre du PDCI-RDA. Alors là, sur le coup, on se demande, mais est-ce que l'adhésion ou la sortie ou la présence des parents des populations baoulées là-bas à Toumoudi, est-ce qu'elle est sincère ou est-ce qu'elle est motivée plutôt par des intérêts pécuniaires? Autant de Laurent Gbagbo, on l'a aussi vu. On a vu des populations baoulées sortir massivement pour aller accueillir Laurent Gbagbo, mais finalement, dans les urnes, ça n'a pas vraiment porté. Oui, je crois que votre raisonnement, votre questionnement a tout son sens parce qu'on ne mesure pas la sincérité de l'adhésion de population ou d'électeurs par un meeting. Absolument. Il faut que cette sortie massive soit concrétisée dans les urnes. C'est le seul critère dans un cadre démocratique, dans un État démocratique. À partir de ce moment, je pense que les organisateurs ne sont pas dupes. C'est un milieu qui fait sa métamorphose et il faut essayer de l'entretenir, de l'encourager, d'aller vers ce milieu à tout moment jusqu'à l'échéance électorale. Est-ce que ces cadres-là pèsent vraiment dans leur région? Je parle de Jano Ousou-Kouadio, président du Sénat, qui a mobilisé ses parents à Didier Vie. Je parle de Raymond Goudou Kofi, disons de tous ces cadres-là baoulés, ancrés dans le PDCI-RDA, qui ont rejoint le parti présidentiel. Est-ce qu'ils pèsent véritablement au point d'emporter avec eux une certaine frange de l'électorat?
Bon, je suis un peu partagé parce que si c'est M. Awoussou Jano, je pense qu'il a fait ses preuves parce qu'il est issu des urnes, j'allais dire, dans la députation, puis le conseil régional du Bélier. À partir de ce moment, on peut dire qu'il a une certaine cote. Je ne peux pas le dire exactement. Une pour cote Raymond... qui est rattachée au PDC-RDA ou une cote qui est rattachée à sa personne? C'est là qu'il faut faire un peu le distinguo. Mais un leader, c'est... j'allais dire, exhorter, encourager et emballer. À partir de ce moment, on peut lui prêter sa cote et puis en tout cas sa popularité, qu'il va garder peu ou prou intacte. Mais je le dis, je ne suis pas pleinement persuadé pour Raymond Goudou, pour ce qu'elle n'est pas députée. Elle n'a pas une caution, j'allais dire, de la base. À partir de ce moment, on peut surfer sur... le gros qui est sorti, que quelques-uns pourraient au moins à la longue rallier le RHDP. Donc à partir de ce moment, tout se mesurera, comme je disais tantôt, aux urnes. Mais c'est une population, un électorat, en tout cas des parents à entretenir, à rencontrer, à jouer la politique de la proximité, la politique du développement. Quand vous parlez de développement, je pense que toute barrière ou coloration politique doit s'estomper. À partir de ce moment, on peut pouvoir glaner parce que la politique qu'elle partage avec le Premier ministre et le Président de la République est viable, vitale et puis, j'allais dire même, de progrès. D'accord, selon ce qu'elle présente aux parents en tout cas. Dans le même temps, il y a cet aspect, on a l'impression que le RHDP mise essentiellement sur le grand centre. On se dit qu'en 2010, c'est là-bas que s'est joué le scrutin présidentiel. Et en 2020, le même scénario pourrait se reproduire. Donc là, du coup, il faut s'arranger à casser la force électorale du PDC-RDA. Visiblement, on sait que chez le Baoulé lambda, on a l'habitude de dire que le PDC-RDA, c'est le fétiche du peuple baoulé, même du peuple lacan à un certain degré. Dire qu'ils vont aller accorder leur voix à un candidat issu du nord du pays, on est en Côte d'Ivoire, et la géopolitique, elle est bel et bien réelle. Est-ce que c'est un cas de figure qui est envisageable? Absolument, parce qu'ils vont essayer de faire des coups de boutoir, comme vous le constatez déjà, au grand centre, parce que d'abord le RHDP est un parti politique, j'allais dire, en constitution, dans son format actuel. Il vise à rassembler le plus grand nombre d'Ivoiriens, le plus grand nombre de politiques dans sa vision. Maintenant, comme j'aime dire en politique, on ne s'assoit pas sur des statistiques que dans notre formation politique, nous sommes 500 000, nous sommes 1 million et puis on croise les doigts. Non, en politique, on essaie de faire croître son électorat. Voilà pourquoi ils sont focalisés sur le grand centre pour essayer de grossir, ratisser large. Et je dois, dans ce sens-là, mentionner que vous avez vu les dernières nominations au sein du RHDP. Alors, on essaie d'en faire un parti national en responsabilisant des cadres, notamment issus d'autres formations politiques, pour leur donner confiance et pour les mettre en mission. Mais dans le même temps, pour une partie de l'opinion ivoirienne, on se dit, en analysant, en regardant le RHDP, ce n'est qu'un RDR bis. Alors, en laissant le président Ouattara au pouvoir ou son système au pouvoir, est-ce qu'on n'est pas en train, et ça je le dis, pour une partie de l'opinion ivoirienne, de céder ou de continuer à garder le pouvoir entre les mains du RDR? Moi, je ne partage pas la réflexion que c'est un RDR bis, le RHDP. Parce que le dire, ça pourrait quand même dérouter ou puis en tout cas jeter de l'opprobre à tous ces vaillants cadres, des valeureux fils de ce pays qui ont pris fait et cause pour le RHDP. Certes, le RHDP en tant que tel s'est mué en un parti, j'allais dire, extranational pour essayer, comme vous le dites tout à l'heure, de brasser toutes les régions, toutes les provenances ivoiriennes. C'est le cas ailleurs aussi, dans les autres formations politiques. Maintenant, certes,
le RDR a j'allais dire, ces hommes forts Tout à fait. qui émergent encore, mais vous voyez de plus en plus, ils passent le relais, ils essaient de fédérer pour travailler avec d'autres expertises. Ce qui est remarquable quand même, M. Scipion, enfin, je pense qu'il est important de le relever, c'est que nous avons un chef, disons, un président de la République qui est issu donc du RDR, le président Ouattara. Tout à fait. Hein, il a son premier ministre qui est également issu du RDR, Amadou Coulibaly. Tout à fait. Et dans l'évolution de la chose politique, on se rend compte que le dauphin pressenti pour succéder à Alassane Ouattara n'est même pas Daniel Kadon-Duncan, le vice-président, mais c'est plutôt Amadou Coulibaly, donc quelqu'un qui est non seulement issu du RDR, mais également de la même région que le chef de l'État. Est-ce que cela ne corrobore pas justement cette perception-là, selon laquelle le RHDP n'est que l'élargissement ou l'extension du RDR? Rapidement, Ouais, avant qu'on passe au second vu sous sujet. cet angle, vous pourrez quand même garder un peu cette opinion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, je dis toujours, nous sommes à l'entrée d'une année électorale. Voilà, plus ou moins. Dans un an, ça sera vraiment la présidentielle. Alors, voyez-vous, il faut essayer de tâter le terrain, de responsabiliser certaines personnes desquelles on pourrait sortir quand même le poulain, le candidat du Mais parti. le poulet, il est connu, je veux dire, si aujourd'hui Non, le pas président encore. Ouattara, au niveau du RHDP, Non, il n'a pas encore dit. enfin, Il je n'a veux pas dire, encore dit. oui, ce n'est pas encore dit, mais Il n'a je veux pas encore dire, dit. quand tous les On sait meetings, seulement on met dans en avant ses prises de parole, le chef du gouvernement, jusque-là, Amadou Coulibaly. il dit qu'il cédera la partie aux plus jeunes, bon, jusque Même présent. s'il n'écarte lui-même pas la possibilité de se représenter. Il Ouais, a dit on récemment. peut lui imputer parce Le que 7 il le août, dit, il dit qu'il il le dira au printemps prochain. D'accord. Donc il a jusqu'à pratiquement au mois d'avril pour. Alors là, les deux candidats potentiels pour le RHDP sont non seulement l'actuel président qui se donne la possibilité de briguer 2 autres mandats à la tête du pays et en plus, son premier ministre, Amadou Coulibaly, tous deux ici du RDR. Je pense que la messe est pratiquement dite. Si on doit faire une analyse objective de cette situation, vous avez un mot à ajouter sur la question avant qu'on ne passe au second sujet rapidement, en quelques secondes? Oui, le Premier ministre, il a lui-même, à sa dernière sortie, l'interview du 6 août, la veille du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance, le président Ouattara s'est voulu... Assez rapidement. Oui, c'est voulu quand même politique, de sorte à maintenir un peu la barque loin des eaux tumultueuses et également effrayer, sinon jeter du tournis face aux adversaires. Donc, quand vous l'écoutez, vous l'examinez, vous lui dites, il est candidat, il n'est pas candidat, il vous laisse dans une supputation que le terrain va déterminer le C'est temps. tout porte à le croire. Alors justement, avant de passer donc à notre second sujet, relatif donc au TAC, au traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, je rappelle que vous êtes journaliste consultant, j'avais oublié de le mentionner lors de la présentation, et vous y étiez à Ouagadougou pour suivre cette édition 2019 qui est en quelque sorte le pacte qui scelle donc la bonne santé des relations ivoiro-burkinabé, initié sous l'ère du président Laurent Gbagbo, il faut le rappeler, avec son homologue d'alors Blaise Compaoré. Alors, en une minute, quel bilan est-ce que l'on peut faire de ce dernier TAC? Le premier bilan, peut-être ça vous étonner, c'est que les deux chefs d'État qui ont hérité de ce beau bébé, vous l'avez dit, de Blaise Compaoré et de Laurent Gbagbo, puissent se retrouver en temps utile et conserver ce joyau, ce trésor qui consolide les relations multiformes entre les deux États. Ça, c'est d'abord un bon bilan qu'il faut souligner. Le second, c'est que ça permet, comme vous l'imaginez bien, de régler pas mal de problèmes résiduels entre les deux États. Et entre autres traités qui ont été signés lors de cette édition. Tout à fait. Comme les traités, il y a eu 3 accords, notamment pour ce 8e TAC à Ouagadougou. Il y a eu un accord sur les mines, un accord sur les transports, un autre sur le pétrole. Le pétrole, voilà. Tout à fait. Pas le mot. Donc, ça, c'est des choses officielles.
Donc on a plus misé sur le renforcement des relations économiques Tout à fait. entre Ouagadougou et Abidjan. Tout à fait. Et de façon concrète, jusqu'à présent, après 8 éditions, est-ce qu'on peut dire que le TAC a véritablement aidé à consolider les économies des deux États? Absolument. Je tenais cela du ministre du Commerce ivoirien, M. Diarra-Souba, qui disait que le taux d'exportation entre les deux États fluctue autour de 35%. Et ça fait pour la Côte d'Ivoire le premier client du Burkina Faso. Oui, était le Burkina Faso, avec un chiffre d'affaires autour de 320 milliards. Alors, vous voyez ce que ça représente comme chose. Donc, pour cela, il n'y a même pas de doute. Ça dénote d'excellents rapports, surtout en termes économiques. Voilà. Mais ça va au-delà de l'économie. Je ne pense pas qu'ils aient fait ça pour l'économie, pour le coton que le Burkina livre à la Côte d'Ivoire et pour le pétrole ou l'électricité que la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres enjeux derrière, voilà. Par exemple. Vous savez que si vous remontez l'histoire, et ça je vous invite, si vous remontez l'histoire avec... vous savez qu'il y a 100 ans, la colonie de la Haute-Volta était un peu créée en mars 2019. Mars 2019. Tout à fait. 1919, pardon. Alors ça fait 100 ans aujourd'hui. Après, ça a été démantelé en 1932, 13 ans après. Une colonie qui incluait, disons, les territoires actuels du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Oui, avec le temps, puisque une colonie qui impliquait le Soudan, le Niger et puis le Haut-Sénégal. Tout à fait. Voilà. Maintenant, en 1932, ça a été démantelé pour venir au secours de ce que tu appelais peut-être la basse Côte d'Ivoire. La main-d'œuvre pour les plantations et puis pour les différents ouvrages. Tout à fait. Pont de Gaulle que tu connais. Tout ça, ça a été bâti par une main-d'œuvre qui est venue en renfort. Voltaïque. Donc, à partir de ce moment, que le président Compaoré et le président Laurent Gbagbo, à la faveur, au lendemain donc, de l'accord politique de Ouagadougou qui a été signé en 2007, donc au lendemain, en 2008, qu'ils aient signé cela, ce n'est qu'un juste retour à la bonne source, aux bonnes sources, pour revitaliser ce qui n'aurait jamais dû être disloqué. En cela, le TAC, c'est comme du pain béni, un outil d'intégration majeur sur le modèle du couple franco-allemand qu'il faut encourager, si tant est que les États africains tendent vers l'intégration. Alors, on sait que les deux pays traversent des moments assez compliqués, notamment le Burkina Faso sur le plan sécuritaire, qui est véritablement empêtré dans le bourbier terroriste. En Côte d'Ivoire, on a des nuages planent sur le scrutin de 2020, tout autant qu'au Burkina Faso d'ailleurs, avec le CDP qui veut revenir au pouvoir, les États. Vraiment, ce n'est pas du tout évident sur le plan politique au Burkina Faso aussi. Est-ce que ces différentes questions-là, surtout les aspects sécuritaires et politiques, ont été de façon souterraine au cœur des débats à Ouagadougou? Ouais, on pourrait quand même l'imaginer. On ne peut pas quand même concevoir que ces deux États puissent se rencontrer, se retrouver au plus haut niveau dans une conférence au sommet en éludant cette sorte de question qui est majeure et cruciale, surtout par ces temps où le Burkina, vous l'avez dit, a été plusieurs fois l'objet d'attaques. On dénombre pas mal de... se poursuit d'ailleurs chaque jour pratiquement. Alors, si ces deux États ne fédèrent pas, ne mutualisent pas leurs efforts en renseignement comme en force pour pouvoir juguler ces fléaux, c'est très grave. Parce que si on s'amuse et puis les frontières ivoiro-burkinabè sont perforées, comme on l'a vu avec les attaques sur le territoire béninois entre le Bénin et le Burkina Faso, si on s'amuse que voilà, cet axe est bousillé, mais c'est grave pour la sécurité, j'allais même de la stabilité. Et puis en 2020, deux élections présidentielles, voyez un peu l'enjeu, tout à fait. Très sensible. Ça serait vraiment un désordre, un cataclysme, voilà, c'est complètement le mot. Tout à fait, mais je pense qu'on en a terminé. Malheureusement, le temps qui nous était parti est achevé. Merci bien, Emile Scipion. Je rappelle que vous êtes journaliste, consultant et également directeur, rappelez-nous, dans votre organe de publication de Diaspo24.info.
Tout à fait, un organe de presse burkinabé qui médiatise donc les activités de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été là. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. À vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que vous étiez donc à cette nouvelle édition du Presse Club. On se dit au revoir et rendez-vous dans une semaine pour décrypter d'autres sujets de l'actualité ivoirienne. Au revoir. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.